La tempête qui semblait naître paisiblement en Floride s'est retournée en un paradoxe brutal, transformant une phrase de campagne en onde. De choc jusque sur les écrans d'Abuja et de Lagos. En quelques heures, des capitales déjà épuisées par les crises ont revu défiler des souvenirs de sauvetage imposés, où la promesse de protection masquait souvent le prix silencieux de la tutelle. Comment l'Afrique peut-elle définir sa dignité si, comme le répète Ibrahim Traoré, chaque aide annoncée arrive entourée de conditions invisibles? Dans ce contraste, la question devient chiffre vivant. Qui paie vraiment le coût de la sécurité? L'histoire qui s'ouvre ici n'est pas seulement celle d'une réaction diplomatique, c'est celle d'un continent mis face à un choix qui déterminera la valeur réelle de sa souveraineté. La promesse implicite derrière chaque offre de protection semble simple: assurer la sécurité collective. Mais dans la pratique, elle expose un risque mesurable pour l'autonomie politique de pays déjà fragilisés par des décennies d'ingérence. Ce paradoxe, longtemps masqué par le langage de l'aide, s'est révélé avec une clarté nouvelle dès que les capitales africaines ont perçu que la foi et la géopolitique pouvaient se confondre. Et c'est là que surgit le nœud du problème. Accepter une assistance conditionnelle peut-il vraiment renforcer la stabilité ou ne fait-il que déplacer la ligne de vulnérabilité? Dans le contraste entre promesse et coût, une interrogation s'impose avec la force d'un micro-hook. Si la sécurité dépend d'une autorité une autorité extérieure, qui protège réellement qui? Les jours qui ont suivi ont montré que ce dilemme ne relevait plus d'un débat théorique, mais d'un enjeu vital où chaque mot comptait comme une décision. La révélation décisive est apparue dès le lendemain. 3 nouvelles milices avaient été signalées dans le nord du Nigeria en une seule nuit, déclenchant une révision immédiate des rapports sécuritaires internes. Cette brusque accumulation d'incidents, bien plus rapide que les cycles habituels, a servi de première preuve tangible que les mots prononcés en Floride n'avaient pas seulement traversé l'Atlantique, mais s'étaient transformés en catalyseurs d'instabilité mesurable. Ce basculement soudain a révélé une chaîne de causalité que beaucoup redoutaient en silence, un discours étranger, une interprétation locale anxieuse, une recomposition rapide des groupes armés, une fragilisation immédiate de la confiance institutionnelle. Dans la salle de crise d'Abuja, les écrans affichaient déjà une carte rougeoyante, où chaque foyer de tension semblait répondre aux échos d'une promesse américaine formulée à des milliers de kilomètres. Pour un pays de plus de 200 millions d'habitants, choisir comment réagir revenait à arbitrer entre souveraineté et survie, un dilemme que les responsables nigériens avaient appris à reconnaître derrière les annonces trop généreuses. Ce contexte chargé, nourri par des années de violence contre Boko Haram et par des villages laissés en ruine, malgré des engagements occidentaux restés lettre morte, accentuait la méfiance ambiante. Les Nigérians se souvenaient des images de Tripoli, des silences de Benghazi, des drones qui promettaient la stabilité mais laissaient des cratères sans avenir. C'est dans cette atmosphère que la voix d'Ibrahim Traoré trouva une résonance particulière. Il avait déjà averti depuis le Sahel qu'une phrase prononcée hors du continent pouvait rallumer un cycle de dépendance difficile à briser. Les diplomates africains, eux, parlaient bas, conscients qu'un faux mouvement pourrait reproduire les erreurs du passé. Entre les capitales, la question se propageait. La sécurité promise pouvait-elle réellement protéger ou risquait-elle d'effacer les derniers fragments d'autonomie politique? Ainsi se dessinait la toile de fond d'une crise dont chaque détail, désormais, pesait plus lourd qu'un communiqué. Pour saisir la dynamique de cette crise naissante, il fallait un point d'ancrage humain, un regard capable d'interpréter le tumulte au-delà des communiqués officiels. Ce rôle fut assumé par les conseillers rapprochés du président nigérien, dont l'expérience sur le terrain permettait de lire dans chaque incident un signe précoce de déséquilibre politique. Leur force n'était pas la rhétorique, mais la capacité à relier des fragments d'événements électroniques, militaires et sociaux en une seule ligne directrice. Le premier cas évoqué dans leur rapport concernait un district frontalier où des familles avaient fui après l'apparition de rumeurs d'appui étranger à des groupes armés. Le mouvement n'était pas massif, mais suffisant pour indiquer que les communautés locales percevaient les discours extérieurs comme un risque, non comme une garantie.
Le second cas, plus discret, provenait d'une école du Nord. Des enseignants avaient demandé une protection renforcée après avoir intercepté des messages circulant entre milices cherchant à profiter du climat d'incertitude. Ces situations, petites en apparence, révélaient une sensibilité accrue aux signaux internationaux. À Abuja, l'équipe présidentielle comprit rapidement que ces micro-événements n'étaient pas isolés. Ils formaient plutôt les premiers maillons d'une chaîne où chaque décision extérieure modifiait les comportements internes, redessinant la perception de sécurité avant même qu'une action concrète n'ait lieu. Les observateurs savaient que ce glissement psychologique était souvent le prélude à des transformations plus profondes. Quand la peur change d'objet, la politique change de trajectoire. Dans cette accumulation de détails, une question revenait dans toutes les notes stratégiques. Comment préserver la unité nationale si chaque phrase étrangère agit comme un levier indirect dans les régions les plus vulnérables ? La cohésion nationale dépend de perceptions fragiles. L'activation commença au moment précis où les mots venus de Floride cessèrent d'être un simple écho médiatique pour devenir une matrice opérationnelle sur le terrain. Dans les couloirs d'Abuja, les conseillers virent en temps réel l'évolution des signaux de risque. Les communications cryptées entre groupes armés se densifiaient, les gouverneurs du Nord envoyaient des rapports plus courts mais plus fréquents, et plusieurs réseaux religieux locaux débattaient déjà de la portée morale du discours américain. Rien n'était encore visible dans les rues, mais l'atmosphère portait une tension presque mesurable. Une phrase prononcée à des milliers de kilomètres avait modifié le rythme des inquiétudes. L'activation se transforma en glissement, puis en accélération et finalement en basculement. Ce fut à ce moment que l'équipe présidentielle comprit que le cycle de réaction ne pouvait plus être ignoré. Chaque minute semblait accroître l'intensité d'un phénomène qui n'était pas encore chaos, mais plus tout à fait normalité. Les mots avaient allumé une étincelle, et les milices locales la lisaient comme une ouverture possible. Le climax survint lorsque 3 États du Nord signalèrent simultanément des mouvements de groupes armés vers des zones déjà fragilisées par Boko Haram. L'information tomba dans la salle de crise avec le poids d'un verdict anticipé. Le dilemme classique, souveraineté ou aide, reprenait forme, mais avec une nuance nouvelle. Il s'agissait désormais d'une question de survie intérieure. Le président Tinubu convoqua ses ministres. Les écrans affichaient des cartes saturées de points rouges. Les conseillers financiers, eux, alertaient sur l'impact immédiat sur les marchés régionaux. Les pipelines du Delta montraient des perturbations. Les églises sous surveillance renforcée attendaient des instructions. À cette même heure, au Burkina Faso, Ibrahim Traoré observait la situation. Il ne s'agissait pas d'un pays voisin dans la tourmente, c'était un signal stratégique pour tout le Sahel. La stabilité du Nigeria déterminait l'équilibre de la région, et la phrase venue d'Occident n'était pas seulement une promesse dangereusement floue, elle était devenue une variable active dans les calculs d'acteurs régionaux qui cherchaient depuis longtemps un prétexte pour redéfinir le rapport de force. Traoré comprit que si le Nigeria pliait sous le poids de la pression internationale, l'architecture symbolique de l'autonomie sahélienne vacillerait en cascade. La résonance commença presque immédiatement. Le climat psychologique bascula d'une prudence attentive à une méfiance assumée. Des marchés de canaux aux mosquées de Kaduna, la population s'interrogeait. Protection ou permission ? Une question simple mais corrosive. Elle se propagea lentement, puis rapidement, puis de manière incontrôlée. Les réseaux sociaux amplifièrent le doute. Les médias internationaux tentèrent d'apaiser la polémique, mais chaque tentative semblait ajouter un voile supplémentaire d'ambiguïté. Dans les capitales africaines, la résonance prit la forme d'une inquiétude collective. Le Mali et le Niger, déjà alignés sur la logique sahélienne, se rapprochèrent de Ouagadougou. Les diplomates regardaient vers les États-Unis, puis vers Lagos, puis vers la ligne du Sahel, où Ibrahim Traoré poursuivait son argument central. L'Afrique n'a pas besoin d'une protection qui redéfinit ses loyautés. C'est dans cette onde, ni bruyante, ni totalement silencieuse, que le continent comprit que la crise n'était pas seulement militaire ou religieuse. Elle devenait structurelle, capable de modifier en quelques jours des équilibres construits sur des décennies. Le destin régional peut basculer en un seul discours.
La première mesure a paru comme un signal d'alarme clair. Les incidents interreligieux avaient augmenté de 27% dans les États du Nord, un delta suffisamment brutal pour indiquer que le discours étranger avait réactivé des fractures déjà anciennes. Ce pourcentage n'était pas une simple fluctuation statistique, il révélait une anxiété diffuse qui se propageait dans les communautés exposées. En termes politiques, une hausse de cette ampleur signifiait que la cohésion locale pouvait se fissurer sous l'effet d'un seul mot mal interprété. La deuxième mesure, plus silencieuse mais tout aussi significative, concernait la confiance publique. Selon les évaluations fédérales, le niveau de confiance envers les autorités nigérianes avait chuté de 18% en seulement quelques jours, un delta suffisant pour affaiblir la légitimité décisionnelle du gouvernement. Cette baisse indiquait qu'une partie de la population percevait l'État comme vulnérable face aux pressions extérieures. Une telle perte de confiance peut désorganiser discrètement la capacité d'action politique. La troisième mesure renversait toutefois la dynamique. Les investissements régionaux africains destinés aux projets de sécurité et de développement avaient augmenté de 40% en une semaine, un delta qui montrait un sursaut d'autonomie financière entre capitales africaines. Cette progression rapide signalait un désir collectif de réduire la dépendance à l'égard des partenariats conditionnés. En termes d'équilibre, cette hausse modifiait la marge de manœuvre diplomatique du continent. Ces trois chiffres formaient un triptyque révélateur. Une montée de tensions internes, une érosion institutionnelle et un regain d'initiatives africaines. Ensemble, ils redessinaient un paysage où chaque décision internationale produisait un effet mesurable, parfois contradictoire, mais toujours structurant. À Abuja, les analystes comprirent que ces données n'étaient pas un simple reflet du chaos. Elles constituaient la base d'une nouvelle narration. C'est dans ce contexte que Ibrahim Traoré intervint avec une précision calculée. Pour lui, les deltas n'étaient pas de simples annotations statistiques. Ils traduisaient la manière dont un continent réapprenait à compter sur ses propres forces. Ces déclarations publiques soulignaient que chaque pourcentage regagné dans la confiance interne équivalait à une parcelle de souveraineté restaurée. Il rappelait que les chiffres montrent parfois ce que les discours tentent de masquer. La dépendance n'est pas seulement militaire, elle est psychologique. Les cercles diplomatiques occidentaux tentèrent de relativiser ces tendances, les décrivant comme des variations temporaires propres aux périodes de tension. Mais les données contredisaient cette lecture. Les entrepreneurs nigérians lançaient de nouveaux collectifs coopératifs en énergie solaire. Les ONG locales renégociaient leurs partenariats sur la base d'une transparence accrue et d'une gouvernance africaine renforcée. Sur les réseaux sociaux, les mots liés à l'autonomie et à la souveraineté dépassaient les 15 millions d'occurrences, portées en grande partie par la jeunesse urbaine. Ce changement n'était pas une réaction impulsive. Il s'agissait d'une réorientation mesurable où la narration dominante passait de la demande d'aide à la revendication de respect. Et dans cette mutation, les deltas prenaient une valeur politique plus forte que les communiqués officiels. Ils parlaient d'un continent qui transformait la pression extérieure en opportunité d'affirmation. Ainsi, les chiffres ne décrivaient pas seulement une crise, ils dévoilaient un glissement historique où l'Afrique redéfinissait sa place dans le jeu international. Les deltas racontent ce que les discours ne disent pas. La première position, largement défendue dans les cercles pro-occidentaux, s'appuie sur un argument difficile à contester. Les partenariats sécuritaires du Nord ont permis, depuis plus d'une décennie, de contenir des menaces qui auraient pu déborder bien au-delà des frontières nationales. Les soutiens logistiques, la formation militaire, les programmes d'aide humanitaire et les financements d'infrastructures ont offert au Nigeria un filet de stabilisation indispensable dans les périodes critiques. Selon cette lecture, refuser l'appui extérieur reviendrait à réduire la capacité de réaction d'un État confronté à des insurrections qui se déplacent rapidement et disposent d'un armement souvent supérieur aux forces locales. Pour ces défenseurs, l'interdépendance n'est pas une faiblesse, mais une condition pragmatique de survie. Face à cette logique, une seconde position s'est imposée avec une cohérence tout aussi solide. Ces partisans rappellent que chaque mission étrangère, chaque drone, chaque programme marqué d'un drapeau extérieur laisse une trace durable, dépendance budgétaire, fragilité stratégique, perte progressive d'autorité morale.
Il souligne que l'aide conditionnée peut devenir un outil de pression diplomatique, réorientant les priorités nationales selon des intérêts qui ne sont pas toujours africains. L'argument central est simple. Ce qui se présente comme une protection peut fonctionner comme un mécanisme de limitation politique, surtout lorsque les conditions ne sont jamais explicitement formulées. La réponse solide, dans cet exercice de Stillman, n'est pas de trancher en faveur d'un camp. Elle consiste à reconnaître que les deux logiques décrivent une réalité vérifiable. Oui, l'aide internationale a sauvé des vies. Oui, elle a parfois mené à des situations où les États perdaient une part de leur autonomie. Les données précédemment observées, augmentation des tensions, chute de confiance publique, montée des initiatives africaines, montrent clairement que la région traverse une phase où l'efficacité ne peut plus être dissociée de la dignité. Ainsi, la véritable question ne porte pas sur la présence ou l'absence d'aide, mais sur la capacité du continent à décider de ses propres conditions. Une coopération choisie renforce, une coopération imposée affaiblit. Le Stillman révèle donc un point commun aux deux camps. La sécurité n'a de valeur que si elle ne dissout pas la souveraineté. Vous voulez vraiment protéger un pays ? Laissez-le définir ses limites. Tout bascule en une phrase. Ce basculement intervint lorsque les capitales africaines comprirent que la crise n'était plus seulement une question d'interprétation, mais un déplacement concret du centre de gravité politique vers le Sahel. Sur les plateaux de télévision, les analystes mesuraient un fait nouveau. La légitimité morale ne venait plus des chancelleries occidentales, mais des voix africaines capables de dire non sans fracas. Au même moment, à Ouagadougou, Ibrahim Traoré prononça un discours court qui fit l'effet d'un point d'inflexion. Ce discours, simple et sans emphase, affirmait que l'Afrique ne cherchait ni confrontation ni rupture, mais la reconnaissance de sa capacité à se définir elle-même. Ce ton presque austère résonna dans les rues de Lagos aussi fortement que dans celles de Bamako. Les réactions furent rapides. Fresques murales, hashtags, débats universitaires. La jeunesse y voyait un appel à transformer l'indignation en lucidité politique. L'effet de Midpoint était net. Le débat passait de la peur d'être influencé à la volonté d'être entendu. Les gouvernements, eux, perçurent que ce changement d'équilibre exigeait une révision de leur manière de négocier. Une phrase avait déplacé le centre de la discussion de la dépendance vers la dignité. L'Afrique venait de gagner un nouvel axe. Au niveau national, les répercussions immédiates se manifestèrent dans les structures administratives du Nigeria, où le gouvernement dut renforcer en urgence la coordination sécuritaire. 3 provinces du Nord reçurent un budget accéléré pour stabiliser les écoles détruites ou menacées, signe que les tensions se traduisaient déjà en besoins logistiques mesurables. Les parlements régionaux débattirent de nouvelles formes de vigilance institutionnelle afin de limiter la dépendance aux programmes étrangers. Mais une inquiétude demeurait. Comment maintenir la cohésion nationale quand chaque décision internationale pouvait raviver des fractures internes ? Sur le plan diplomatique, sur le terrain diplomatique, un glissement notable s'opéra. L'Alliance du Sahel, structurée autour du Burkina Faso, du Mali et du Niger, gagna une visibilité inattendue. Des discussions officieuses émergèrent entre ces États et plusieurs capitales anglophones, explorant un modèle de coopération qui ne serait plus fondé sur la tutelle extérieure. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré devint un repère pour les délégations cherchant un positionnement plus autonome. Sa posture offrait un cadre qui, sans rompre avec les partenaires historiques, réaffirmait la priorité africaine dans la définition des objectifs de sécurité. Au niveau sociétal, dans les villes du Nigeria, l'impact sociétal prit la forme d'une effervescence intellectuelle inattendue. Les universités devinrent le lieu privilégié d'un débat où la souveraineté se transformait en principe pédagogique. Les étudiants discutaient des liens entre religion, sécurité et dignité, cherchant à comprendre comment une phrase prononcée loin du continent pouvait modifier la psyché collective. Sur les réseaux, les hashtags Mad Respect First et Souveraineté sans permission dépassèrent les millions d'interactions, confirmant la naissance d'un imaginaire politique nouveau. Les communautés de quartier, elles, observaient le changement à travers la manière dont les médias parlaient désormais d'autonomie plutôt que de crise. Sur le plan économique, les marchés africains réagirent avec prudence, mais également avec une forme d'assurance nouvelle. Les États qui négociaient habituellement leurs conditions avec une marge étroite imposèrent cette fois des exigences précises.
transfert de technologies, partenariats industriels, clauses de réciprocité. Cette posture modifiée attira une attention internationale, notamment de la Chine et de la Russie, prêtes à ajuster leurs propositions. Toutefois, l'enjeu n'était plus la multiplication des offres, mais la capacité du continent à imposer ses priorités de développement. Les entrepreneurs locaux lancèrent plusieurs initiatives régionales, coopératives solaires, projets d'agriculture connectée, petites industries locales réduisant la dépendance aux importations. Dans un premier scénario, dans cette première projection, le Nigeria poursuit une ligne d'équilibre prudente. Le gouvernement de Tinubu développe des réformes internes ciblées, renforcement des forces de sécurité locales, contrôle budgétaire plus strict et rationalisation des partenariats bilatéraux. Les tensions religieuses diminuent légèrement, mais sans disparaître entièrement. Les capitales occidentales ajustent leur discours, adoptant un ton plus technique, moins moraliste. Le pays progresse, mais lentement. L'inflation reste contenue, la croissance se stabilise autour de 2,5% et les régions du Nord bénéficient de programmes éducatifs renforcés. Cependant, le risque majeur persiste. Une souveraineté perçue comme incomplète pourrait alimenter une lassitude populaire durable. Dans un scénario plus optimiste, dans ce scénario, l'Alliance du Sahel devient une plateforme d'intégration plus large. De nouveaux États africains rejoignent des mécanismes de coopération sécuritaire et d'investissement commun. Ibrahim Traoré, dont les prises de position gagnent en résonance, devient l'un des visages d'un nouvel imaginaire politique non aligné. Le Nigeria, en repositionnant sa diplomatie, devient moteur d'un réseau régional capable de négocier avec les puissances extérieures depuis une posture de solidité collective. Les flux d'investissement africains augmentent, les infrastructures énergétiques internes se renforcent et la perception publique évolue. La dignité cesse d'être un slogan pour devenir un critère de gouvernance. Dans cette trajectoire, l'Afrique transforme une crise morale en bascule historique. Dans le scénario le plus sombre, dans l'hypothèse la plus sombre, les tensions religieuses s'enracinent et divisent davantage les élites politiques. Les pressions extérieures se multiplient, entraînant des sanctions symboliques ou des restrictions financières. La monnaie se déprécie, les investisseurs se retirent, et l'Alliance du Sahel se fragilise sous les contraintes économiques. Les discours radicaux récupèrent les mots de Ibrahim Traoré, déformant leur sens et brouillant son message initial. Le Nigeria risque alors un double affaiblissement, perte de cohésion interne et marginalisation diplomatique. Ce scénario ne décrit pas une fatalité, mais une dérive possible si les mécanismes d'équilibre ne sont pas consolidés. Voici une réflexion directrice. Une seule idée peut guider la lecture de ces trajectoires. Aucune voie durable ne peut ignorer la dignité. La sécurité garantit la survie, mais seule la souveraineté garantit le sens. Pour la jeunesse connectée, pour les jeunes des campus de Lagos, d'Accra ou d'Ouagadougou, cette crise n'a rien d'abstrait. Elle résonne dans leurs débats, dans leurs cours de sciences politiques et dans leurs discussions quotidiennes sur la responsabilité publique. Le discours récent, qu'il vienne du Nigeria ou du Sahel, a transformé la souveraineté en un exercice intellectuel collectif. Ce n'est plus un concept réservé aux élites, c'est une matière vivante, examinée à travers les réseaux sociaux, les clubs d'études et les assemblées étudiantes. Pour eux, la question n'est pas de choisir un camp géopolitique, mais d'apprendre à dire non sans renoncer au dialogue. Pour les classes populaires, dans les marchés, les ateliers, les gares routières ou les petites échoppes, l'impact est plus direct, presque tactile. Les variations du prix du riz, les coupures d'électricité et les rumeurs qui circulent entre commerçants deviennent des indicateurs sensibles du climat politique. Les travailleurs et travailleuses ne suivent pas les discours diplomatiques, mais ils reconnaissent immédiatement ce qui menace leur stabilité quotidienne. Pourtant, quelque chose a changé depuis les derniers événements. Une forme de fierté silencieuse se diffuse, portée par l'idée que la dignité nationale peut aussi protéger la vie ordinaire. Pour beaucoup, ce renversement symbolique constitue un soutien psychologique inattendu. Pour la diaspora, à Paris, Montréal, Bruxelles ou Londres, la diaspora observe la situation comme une extension de ses propres débats identitaires. Les voix africaines dans les médias commencent à se répondre avec une cohérence nouvelle. Les mots souveraineté, respect et autonomie apparaissent plus souvent dans les tribunes et les podcasts. Ce glissement transforme la position de la diaspora. Elle ne cherche plus uniquement à défendre l'Afrique,
mais à affirmer la légitimité d'un récit africain indépendant. Pour elle, cette histoire est un ancrage, une manière de réconcilier distance géographique et loyauté culturelle. D'abord, redéfinir la sécurité, qui, les États du Sahel et du Golfe. La première étape consiste à remplacer les modèles d'intervention extérieure par une architecture régionale de renseignement. Les gouvernements du Sahel et du Golfe de Guinée unifient leurs données sécuritaires et créent un centre commun de coordination. Cette mesure peut être déployée en moins de 6 mois. Elle se mesurerait à travers la réduction des zones sans information et l'augmentation du temps de réponse aux alertes locales. Ensuite, recentrer l'éducation, qui, les ministères de l'enseignement. Les pays impliqués introduisent dans leur programme des modules d'histoire politique africaine, de pensée souveraine et de gestion civique. Ibrahim Traoré l'a rappelé, l'autonomie commence par ce qu'on enseigne. En 2 ans, cet effort se mesure par le nombre d'universités adoptant des cursus panafricains et par l'augmentation des échanges d'étudiants entre capitales africaines, puis de renforcer les infrastructures qui, consortium africain, les États s'accordent pour financer des projets énergétiques, agricoles et industriels par des fonds souverains communs, en limitant les prêts conditionnés. Objectif : atteindre 25% de production régionale dans le mix énergétique d'ici 3 ans. Le progrès se mesure par les volumes d'importation évités et la montée en capacité des réseaux locaux. Par ailleurs, encadrer l'espace numérique qui, médias et régulateurs africains. Un label Information d'origine africaine est institué pour contrer la désinformation et renforcer la confiance publique. Sa performance se mesure au nombre de médias certifiés et à la diminution des rumeurs virales dans les régions sensibles. Enfin, diplomatie horizontale, qui, chefs d'État et diaspora, les pays établissent des partenariats avec l'Asie, l'Amérique du Sud et les diasporas africaines sans hiérarchie morale. Les résultats se mesurent par la diversification des accords économiques et le recul de la dépendance à un seul bloc. Sous le ciel lourd d'Abuja, la scène rappelait les premiers instants que les conseillers de Tinubu avaient décrits lorsque la crise commençait à se tisser. Les mêmes regards attentifs, les mêmes silences chargés d'intention, mais cette fois, quelque chose avait changé. La peur avait cédé la place à une forme de lucidité grave. Alors que les rues se calmaient, la lumière des bougies tenues par la jeunesse imitait ce que les analystes avaient tenté de comprendre depuis des semaines. La souveraineté n'est pas un geste, mais une respiration collective. À des milliers de kilomètres, Ibrahim Traoré évoquait cette même idée avec une sobriété inhabituelle. Il parlait d'endurance plutôt que de colère, de cohérence plutôt que de confrontation. Ces mots circulaient entre capitale et village comme un rappel discret de ce que les conseillers nigériens avaient perçu dès le premier jour. Une phrase venue de l'extérieur peut ouvrir une crise, mais une conviction intérieure peut la refermer avec dignité. Le lien entre les deux scènes, Abuja et Ouagadougou, formait le motif final. 2 peuples qui, malgré leurs histoires différentes, apprenaient à marcher sous la même pluie morale sans détourner les yeux. La dignité ne se négocie jamais. L'histoire qui vient d'être parcourue ne se referme pas sur une victoire, ni sur une défaite, mais sur une vibration collective qui traverse Lagos, Ouagadougou, Accra ou Bamako. Elle dit que les nations ne se construisent pas seulement dans les parlements ou les sommets, mais dans les conversations ordinaires, dans les gestes de patience, dans la manière dont les citoyens se réapproprient leur propre récit. Quand les rues s'apaisent et que la poussière retombe, il reste quelque chose de plus fort que le tumulte, la certitude que chaque voix compte dans l'architecture de la souveraineté. Les États peuvent négocier, les alliances peuvent changer, les discours peuvent se déplacer. Mais la légitimité d'un continent repose toujours sur la capacité de ces peuples à maintenir un dialogue ouvert, même dans les heures les plus chargées. Écouter, répondre, questionner, ce sont les gestes simples qui donnent forme à une politique durable. Alors, si cette histoire vous parle, laissez-la circuler, discutez-en autour de vous, partagez-la comme une invitation à réfléchir sans s'opposer.